Bonjour chers étudiants, nous allons dans cette séance étudier le Canva pour monter un dossier de demande de crédit bancaire. Rappelez-vous, dans le chapitre 4, réservé au savoir entreprendre, nous avons étudié les différentes étapes pour créer une entreprise. Et pour que le projet soit bancable, c'est-à-dire pour convaincre le banquier pour le crédit pour lequel on sollicite, il faut présenter un dossier standard qui reprend pratiquement ce que nous avons vu durant ce chapitre, le chapitre 4, sur le savoir entreprendre, l'entrepreneurship. Ainsi, ce dossier-là que je vais vous présenter va vous présenter pratiquement qu'est-ce que le jeune promoteur doit produire comme document à l'appui de sa demande de crédit. Et le premier point, si vous voulez, à présenter, d'abord se présenter lui-même. Hein. Il faut donner un certain nombre de renseignements sur le créateur d'entreprise. Ainsi, il doit présenter son identité, son nom, son prénom, sa date et lieu de naissance, sa situation de famille, le nombre d'enfants éventuellement, la profession du conjoint, le cas échéant, l'adresse familiale, aussi bien personnelle que du projet, le renseignement qu'il faut ensuite produire, c'est ses études, les études passées, son savoir, ses savoirs, hein, représentés par ses diplômes, notamment les diplômes ou les certificats présentés, les spécialités qui afférentes à ces diplômes, la date et le lieu de délivrance de ces diplômes, les expériences professionnelles du promoteur, s'il a déjà effectué des stages par ailleurs ou travaillé durant, après avoir obtenu ou avant d'avoir obtenu ses diplômes, ou en cours d'études, donc les secteurs d'activité dans lesquels il a travaillé, les fonctions, s'il a occupé des fonctions, s'il a travaillé dans ces services lesquels, la période de, travail, de stage ou de travail pratique également. Est-ce qu'il est lui-même bancable ou non, dans la mesure où est-ce qu'il possède un numéro de banque, un numéro de compte bancaire. Si l'on a, quand est-ce qu'il a rentré en relation avec la banque, quel crédit sollicité par ailleurs, hein, s'il a déjà sollicité des crédits, quels sont les types de banques ou les banques qu'il a contactées avec les numéros de compte bancaire, sa situation
de patrimoine, c'est-à-dire son patrimoine, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dispose comme moyen, comme patrimoine, notamment, bon, cette situation de patrimoine est analysée et reconnue par l'impôt qu'il paie sur le revenu, la taxe financière, donc la taxe d'habitation, tout ceci reflète son patrimoine. Le relevé bancaire des 3 derniers mois, les comptes d'épargne, s'il a des comptes sur carnet, les valeurs mobilières, s'il a des actions, des obligations. Donc, ça reflète en somme son patrimoine. Donc, la banque s'intéresse également à cette situation. Une fois l'identité du promoteur révélée, il faut présenter également l'identité du projet, notamment la dénomination du projet, l'objet justement de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle projette de faire, la forme juridique que l'entrepreneur a donnée à son entreprise, le numéro de registre de commerce, la date de création, le capital social, le nombre d'associés éventuellement s'il a opté pour une entreprise sociétaire, l'objet de l'investissement, le coût du programme d'investissement, justement pour exiger par le montage de son entreprise le nombre d'emplois à créer. Donc, il s'agit là d'une présentation de l'affaire ou de l'entreprise. Ensuite, le capital qu'il a, s'il a opté pour une entreprise sociétaire, comme on dit, simple, en nom collectif, en société à responsabilité limitée. Donc, quel est le nom de l'associé, sa nationalité, son âge, sa fonction dans l'entreprise, la formation et l'expérience professionnelle de l'associé, la part de capital social auquel elle a souscrit, la nature également du produit ou du service à réaliser. Il s'agit d'une estimation, donc il doit estimer le produit ou les services, la capacité de production, combien elle va produire, il compte produire, il compte mettre sur le marché, le prix de vente unitaire. Rappelez-vous, hein, nous avons fait ça, étudié ça lors de la création de l'entreprise. Donc il doit établir, fixer un prix qui est acceptable par le client et rentable pour le promoteur. Et le chiffre d'affaires maximum prévu annuel. Ensuite, les fournisseurs de matières premières et de matières consommables qu'il doit, avec lesquels il doit travailler, c'est-à-dire quelles matières ou services, quels sont les fournisseurs, quel est le prix d'achat et également les modalités de paiement. Est-ce que c'est au comptant, par chèque, à crédit, par traite, ce qu'on appelle les effets de commerce, etc. Les clients, également, il doit présenter son marché, les produits et les services qu'il va mettre sur le marché, le pourcentage du chiffre d'affaires
qu'il va mettre le prix de vente, les modalités de règlement de ses clients. Qu'est-ce qu'il prévoit? Est-ce qu'il prévoit au comptant ou une partie au comptant, partie à crédit? Et bien sûr, tout ceci il va également présenter une étude économique et commerciale. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans le chapitre 4. C'est-à-dire les études de faisabilité. Notamment, il va définir le produit et le service qu'il va faire, quel type de produit, quel type ou de service à mettre sur le marché, les caractéristiques techniques de ces produits, leur performance, l'utilisation ou l'utilité de ce produit. Donc, ceci se fait à travers une étude de marché pour positionner son produit. La description du marché cible, notamment la délimitation géographique. Est-ce qu'il va vendre localement ou au niveau de la région ou au niveau national, ou même pour les activités exportatrices au niveau international? Ensuite, quelles sont les quantités consommées du produit? Donc, il va faire une étude de faisabilité sur la demande, surtout la demande passée, des 3 à 5 dernières années, la demande actuelle et la demande prévisionnelle à court et moyen et long terme, ainsi que le potentiel à mobiliser par la publicité, les promotions, etc. Les types de clientèle visés, les consommateurs finaux, est-ce qu'il s'agit de consommateurs intermédiaires ou est-ce qu'il va s'attaquer aux collectivités, aux entreprises, à l'État, aux communes, etc. Ensuite, les points clés du marché sur le plan de la consommation, est-ce qu'il va opérer, travailler sur une production saisonnière ou est-ce que la production sera régulière ou occasionnelle et sur quelle également partie du marché il peut compter, sur lequel et sur quel chiffre d'affaires. Nous l'avons vu. Le volume échangé et les prix durant les 3 à 5 dernières années et sur évolutions, l'évolution prévisible sur les 3 à 5 prochaines années. Il doit analyser également l'offre, notamment la concurrence directe, leur taille, les concurrents, le part de marché des concurrents, les caractéristiques des produits de ces concurrents, leur chiffre d'affaires, et même la concurrence indirecte, c'est-à-dire les produits de substitution, s'il y en a sur le marché. Les technologies employées également par eux, par ces concurrents, leur coût de production, leur prix de vente,
leur chiffre d'affaires, on l'a vu également, comment la demande a été satisfaite par ses concurrents durant les 3 à 5 dernières années et les prévisions durant les 3 à 5 prochaines années, le positionnement de l'offre de l'entreprise. Donc, sur quel créneau il compte positionner son entreprise, c'est-à-dire comment il compte pénétrer le marché. Est-ce que par une demande insatisfaite qu'il va lui-même s'occuper, s'atteler à satisfaire, ou la demande est mal satisfaite, elle existe mais elle est mal satisfaite, donc il doit, c'est ça, un créneau de pénétration du marché, les prix, ou peut-être il y a le produit, la demande y est, mais les prix ne sont pas compétitifs, les prix des concurrents, j'entends. L'expansion prévisible de la demande, l'exploration de nouveaux besoins, donc pour positionner son entreprise. Une fois l'étude économique et commerciale faite, la banque également, le projet, le canevas, le projet exige une étude technique. Cette étude technique concerne les moyens de production, les moyens de commercialisation, le processus technique de fabrication, le process, comment le produit se fait, comment la fabrication se fait, la capacité de production. Ces moyens ou ces moyens ou ce process ou cette capacité de production s'analyse à travers les équipements, les moyens d'exploitation. Ensuite, les locaux d'exploitation. Les locaux sont analysés à travers si le local est-il en location ou le local est-il en propriété. Si c'est d'abord, il faut présenter la surface au sol, en mètres carrés, la surface développée, c'est-à-dire le sol, s'il y a par exemple ce qu'on appelle la sous-pente. Il y a une sous-pente, il y a donc, s'il y a un étage, etc., donc on appelle ça une surface développée, c'est-à-dire la surface au sol multipliée par le nombre de niveaux. La surface, si le local est en propriété, ben, il faut présenter qu'il présente le titre foncier, son numéro, la valeur estimative du marché, combien il coûte sur le marché. À présent, s'il est en location, le droit, le bail, le loyer, le fonds de commerce, s'il a acheté un fonds de commerce, le loyer par dirham en mois, au dirham par mois, la durée et la date du contrat de bail. Hein? Vous voyez que ici, la banque s'entoure du maximum d'informations. Les moyens humains, je comptais par exemple, en plus de ça, il faut présenter également la nature, la caractéristique, l'origine, les prix, les équipements, les frais d'aménagement, d'installation, la gestion des stocks des matières premières, des produits finis, le matériel pour l'administration, le personnel également.
les moyens humains. Parce que ça, c'est le moteur de l'entreprise. Et la banque s'intéresse également à voir la qualité du personnel de l'entreprise. Parce surtout les profils des, des, des personnes à recruter, leur nombre, les salaires plus les charges. Quels sont les salaires qu'ils comptent distribuer, les charges du personnel. Et par niveau, les personnels administratifs, de ressources humaines, de comptabilité, de contrôle de gestion, le personnel technique, de production, commercial, la force de vente, les ouvriers et autres. Le matériel d'exploitation également. Il faut tenir compte des moyens de fonctionnement, notamment les matières premières, désignation, les fournitures de bureau également, les entretiens, l'eau, l'électricité, le téléphone, etc. Donc, le matériel d'exploitation, notamment le matériel et outillage, matériel de bureau, matériel de transport. Est-ce qu'il va acheter localement ou importé, ou d'importation? Est-ce qu'il sera acheté neuf ou d'occasion? Son prix unitaire, la quantité. Il doit présenter également le matériel de bureau, mobilier, matériel de bureau. Il doit les désigner également. Quel type de matériel de bureau, les ordinateurs, de bureau, les calculatrices. Hein. Donc tout le matériel de bureau doit être présenté également par type, par quantité, par prix unitaire et le prix total. Le matériel informatique également. Donc, regardez, nous sommes en train de présenter le débit ou les ressources, l'actif du bilan. Donc, matériel informatique, type, par quantité, par prix unitaire et le prix total. Le matériel roulant, c'est le matériel de transport, même chose. Donc, regardez ici, c'est le détail. Hein. Matériel roulant, type, est-ce qu'il est neuf, d'occasion, s'il est d'occasion, l'ancienneté, de combien, ou bien sûr, pour tenir compte de l'amortissement. Et également, après avoir présenté le volet économique et commercial, le volet technique, maintenant c'est le volet financier. Hein, les trois types d'études que nous avons vues. Je suis en train de les rappeler, mais ils sont exigés par la banque pour vérifier, pour mesurer, pour juger que votre projet est sérieux. Le programme d'investissement comprend, bien sûr, hein, les frais d'établissement, les intérêts intercalaires, hein, ceux-là sont remplis par la banque, les frais de constitution, hein, il y a des frais de reprise, de garantie, les assurances. Il faut présenter, hein, le jeune promoteur, il présente, hein, bien sûr,
les assurances d'essai, toute cause, les frais de nantissement du matériel, les frais d'enregistrement et timbre, les frais d'hypothèque, l'assurance du local, l'assurance du matériel, les frais de prospection et d'études. Hein, nous sommes en train de reprendre le plan comptable. Hein, le droit au bail, le fonds de commerce, les constructions, les aménagements, les installations, le matériel. Est-ce qu'il est importé en chiffre, c'est-à-dire coût de l'insurance and fret, le coût de l'assurance et du fret, les frais d'approche, le local. Hein. Donc il doit reprendre ce que nous avons vu tout à l'heure. Hein. Ici, il va reprendre le montant. Le mobilier et matériel de transport, les divers et imprévus, le besoin en fonds de roulement, c'est à remplir par la banque, le total. Puis, le plan de financement, les fonds propres et les prêts, s'il y a des subventions de l'État, s'il y a et le crédit bancaire également, et puis le total. Donc, c'est ça le programme de financement, ainsi que la durée et le plan d'amortissement, hein, en mois, en trimestre. Celui-ci, il est réservé à la banque qui va le faire. Le planning de réalisation, il doit présenter la date de commencement des travaux de construction et d'aménagement, quand est-ce qu'il compte commencer, la date d'acquisition du matériel, la date de démarrage de l'activité. Donc, ce sont des prévisions qui doivent être mises sur le planning de réalisation, hein, pour montrer le sérieux du projet. Hein. Ensuite, il doit présenter le compte des produits et charges, notamment les produits d'exploitation, les ventes de biens et services, c'est-à-dire les chiffres d'affaires. Hein. Ce sont les quantités produites par an multipliées par le prix unitaire hors taxe, et qui donne le montant des ventes hors taxe. Ensuite, les charges d'exploitation, notamment les achats, c'est-à-dire la somme de tous les inputs rentrant dans la fabrication du produit, y compris l'eau, l'électricité, les charges de fourniture, les autres charges externes, car étant locataire, il faut qu'il paie un loyer pour le local. Donc, le prix du loyer, si le matériel est pris en location, il faut payer le loyer pour le matériel et outillage, pour le mobilier et matériel de bureau, pour le matériel informatique, pour le matériel de transport. L'entretien également. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle les autres charges externes. L'entretien et les réparations. Il y a l'assurance du projet contre l'incendie, le vol. Tout ceci également fait partie des autres charges. Également font partie des autres charges les frais de transport pour transporter les matières premières, les produits finis. Donc, ces frais de transport sont à estimer entre, en principe, 2 et 5% du chiffre d'affaires. Hein. C'est la norme. Parmi les autres charges externes, il y a aussi les déplacements, les missions, les réceptions, les publicités, les annonces, les insertions dans les, dans les, dans les journaux d'annonces légales, les frais postaux, les frais de téléphone. Alors, ceux-ci sont à estimer généralement, hein, la norme entre 1 et 3% du chiffre d'affaires. Donc, les autres charges sont très importantes, c'est
les autres charges externes. Il y a aussi l'impôt et taxes. Ils sont à évaluer en fonction de la valeur locative du local et de l'investissement. Donc c'est une estimation à faire. Les charges de personnel sont également à déterminer en fonction de l'effectif à utiliser, de l'évolution de l'effectif. Les salaires fixés pour le personnel, le montant sera de ces charges sera obtenu en multipliant le salaire annuel par le nombre d'agents correspondants. Et on va ajouter au total les résultats obtenus des charges sociales. Généralement, c'est de l'ordre de 30%. Hein. Ces charges de personnel. Les dotations aux exploitations. Ces dotations, elles consistent à faire supporter à chaque exercice une part de l'investissement initial, comme les frais préliminaires, les frais d'études, les brevets, les marques, le fonds commercial, les terrains, le matériel, le mobilier, etc. Dans ce cas, il faut réserver une somme correspondante qui sera déduite des résultats sans représenter une sortie d'argent. Ce sont ce qu'on appelle des charges non décaissées. Son avantage, l'avantage des dotations d'exploitation, réside dans la réduction des résultats, du résultat imposable, IGR ou IS. C'est pour cette raison que les montants à déduire sont réglementés par l'administration fiscale, parce qu'on ne laisse pas l'entreprise fixer les dotations qu'elle veut, hein, parce que ce sont des dotations qui augmentent les charges, donc qui diminuent les bénéfices. C'est pour cela, et en plus, ce sont des charges non décaissées qui restent. Donc il faut, l'administration, elle intervient pour les limiter. L'administration fiscale, en général, elle les calcule annuellement sur la dépense investie. Par exemple, les constructions de 5%, les aménagements de 10%, le matériel lourd, 10%, le matériel léger, le matériel de transport, entre 20 et 25%, avec un plafond établi en avoisinant les 200 000 dirhams hein, par véhicule. Et les frais d'établissement, 25 à 33%. Donc, ce sont des charges de dotation, des charges non décaissées, qui sont réglementées par l'administration fiscale, par le fisc. Le résultat d'exploitation, c'est les produits d'exploitation 1 moins 2. C'est les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Il y a aussi, donc, ensuite, les produits financiers pour les 5 prochaines années. Et les charges financières durant les 5 prochaines années.
le résultat financier, c'est-à-dire les produits financiers moins les charges financières. En effet, on parle de charges financières, hein. Ce sont si vous voulez, le genre de crédit, car le projet pourrait disposer de deux genres de crédits. Soit des crédits à court terme, qui participent au financement du besoin en fonds de roulement, et qui sont les facilités de caisse, par exemple, l'escompte, les découverts, le crédit de campagne, etc. Donc, leur taux, c'est-à-dire les crédits à court terme, leur taux étant connu. Le calcul de ces frais financiers est simple, parce que le taux est connu. Il y a aussi les crédits à moyen et long terme, toujours dans les charges financières. Il y a les crédits à moyen et long terme, et qui participent ceux-là au financement de l'investissement. Est en fonction de la durée de remboursement et connaissant les taux de ces crédits, donc ces frais financiers sont calculés également, on peut les calculer. Le résultat courant, qui est le résultat d'exploitation, plus ou moins hein, le résultat financier. Ça dépend, hein, s'il est positif ou négatif. Donc il comprend les produits. Donc on peut trouver, donc on va calculer le résultat courant. Il y a aussi les produits non courants, car si éventuellement le créateur est bénéficiaire de subventions d'équilibre ou de reprise sur subventions d'investissement, moins les charges courantes qui sont connues comme les subventions éventuelles qui sont accordées ou accordées. Donc, le résultat non courant sont les produits non courants moins les résultats, ou les charges plutôt, non courantes. Et ici, ça donne le résultat avant impôt, ou appelé aussi le résultat brut d'exploitation, qui est le résultat courant plus le résultat non courant. Ça, vous l'avez étudié hein, en étudiant le compte de produits et charges. Donc le net à payer, qui est soit l'IGR, soit l'IS, ça donne le résultat net, qui est le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat IS ou IGR, l'impôt général sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Donc le résultat net, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt, qui on dégage aussi, on demande aussi, la banque demande aussi le cash flow, qui comprend le résultat net en plus des amortissements qui sont des charges, comme j'ai dit, non décaissées. Ce cash flow, ou appelé aussi l'autofinancement, il sert à rembourser les crédits d'investissement, à financer également l'accroissement du besoin en fonds de roulement
à rémunérer convenablement le créateur et lui permettre de prévoir d'éventuelles extensions, d'éventuels investissements, parce que c'est la capacité de développement de l'entreprise. Donc voilà ce qu'il doit prévoir. Maintenant, aussi, il doit présenter ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement. En effet, pour fonctionner tranquillement et à l'abri des aléas, des changements, pour fonctionner sans problème, sans arrêt, hein, sans interruption de son activité, car l'activité, quand elle démarre, elle ne doit pas s'arrêter. Tout arrêt occasionne des pertes de toutes sortes. Des charges, des pertes de remboursement, il y aura des dettes, et en plus, des pertes de crédibilité. Une entreprise qui arrête tout le temps, fréquemment, est une entreprise qui n'est pas viable, qui n'est pas bien vue, qui n'est pas crédible. Donc, pour fonctionner tranquillement, sans arrêt, sans qu'il y ait des aléas qui pourraient survenir dans l'exploitation, par exemple, le retard de paiement des clients, les grèves, les pannes techniques, les retards de livraison des matières premières par les fournisseurs, etc. Donc, ce problème existe. C'est pour cela qu'il faut se prémunir contre ces aléas. Donc, l'entreprise a besoin donc d'un stock de matières premières. Il doit être comme durant le promoteur doit présenter quels sont les stocks de matières premières qui sont calculés en mois d'achat durant les 5 prochaines années. Ces stocks de matières premières pour avoir une production régulière. Ils servent à avoir une production mais permanente, régulière, pour se protéger contre les incidents extérieurs qui peuvent arriver. Alors, ce stock est calculé normalement par rapport aux achats annuels de l'entreprise, soit 15 jours, soit un mois, soit 2 mois, soit 3 mois. Deuxièmement, c'est le stock de produits ou le stock des encours, c'est la même chose. Ensuite, le stock des produits finis, également, en mois de chiffre d'affaires, pour assurer également la livraison régulière aux clients, sans subir les incidents intérieurs, par exemple les pannes de machine. Donc, s'il y a des pannes de machine, il y a un stock pour remédier à ces pannes. Hein. Panne de machine, coupure d'électricité, grève, etc. Donc ce stock, normalement, il est calculé par rapport aux ventes de l'entreprise, soit 15 jours, un mois ou 2 mois. L'entreprise également a besoin de crédit client, hein, car il a besoin de vendre, donc dans certains cas, en accordant à sa clientèle des délais de crédit. Donc, il y a des clients auxquels l'entreprise accorde ce qu'on appelle la vente à crédit, des délais de crédit. Donc, il fera donc un crédit à ses clients
d'une partie ou de la totalité de son chiffre d'affaires. Ça dépend de la manière comment il conçoit ses relations avec ses clients. Donc, il peut le faire sur une période de 15 jours, d'un mois ou même de 2 mois. Donc, ce montant, qui est le crédit client, est calculé par rapport au chiffre d'affaires. Il a besoin également de trésorerie pour fonctionner. L'entreprise a besoin également, en plus de stock, en plus du crédit client, il a besoin de trésorerie. C'est-à-dire d'une somme d'argent suffisante, soit l'équivalent d'un mois, pour payer son personnel. Parce qu'elle doit payer le personnel avant même d'avoir encaissé, de payer ses fournisseurs d'électricité, d'eau, d'Internet, d'autres petites dépenses, le transport, le téléphone, etc. Donc ce montant est calculé également en divisant normalement par 12 mois de l'année, par 12 les charges d'exploitation. On divise les charges d'exploitation par 12. Ensuite, pour fonctionner, l'entreprise pourra éventuellement disposer de ressources. Ça, ce sont les emplois que l'entreprise doit décaisser. Maintenant, et là également, elle doit attendre à des ressources, à des rentrées. Par exemple, les crédits fournisseurs. L'entreprise pourra éventuellement disposer de la part de ses fournisseurs, obtenir de la part de ses fournisseurs de matières premières ou de fournitures des crédits. Par exemple, l'achat à crédit, il peut obtenir des délais d'un mois, 2 mois et peut-être même 3 mois. C'est une ressource parce qu'elle prend la matière première sans payer. Donc ces crédits, ce qu'on appelle des ressources, hein, ils sont calculés par rapport aux achats annuels. Donc, il y a par exemple dans les grandes surfaces, la grande distribution, c'est 3 mois, hein, et même plus. L'escompte également, commercial. Donc, ici, il y a total emploi et ici, total ressources. Donc, le résultat, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement de démarrage, le BFR. L'accroissement de ce résultat d'une année à l'autre est ce qu'on appelle le BFR additionnel. Et celui-ci doit être financé en grande partie, entre autres, par le cash flow. Donc, on obtient ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, l'investissement ici, le besoin initial, le besoin additionnel et le remboursement des crédits. Donc ici, ce tableau résume, si vous voulez, l'évolution de ces grandeurs. Investissement, besoin, remboursement du crédit, et les étale sur 5 ans, comme ça, le banquier, et pas uniquement le banquier, hein, tous les partenaires de l'entreprise, les associés, les pouvoirs publics, hein, tout le monde est
il constate ici la santé de l'entreprise à travers justement ces agrégats, je dirais. Hein. Bien. Donc, les emplois ici, les ressources, et on voit bien la différence. Hein. Donc ici, tout est étalé et présenté d'une manière très précise aux banquiers. Donc, voilà, donc ça permet également, donc, à travers cette présentation, ou ces différents documents qui seront présentés aux, aux partenaires de l'entreprise, l'entreprise maintenant, elle est clairement exposée devant ses partenaires. Le banquier peut facilement accorder de l'argent, sinon il peut le refuser s'il trouve que les choses ne vont pas bien. Donc, elle reflète la santé de l'entreprise. Ensuite, parmi également les pièces hein, qu'il doit fournir en plus de ce document qu'on vient de voir, il y a donc une demande. Hein, ce sont ce qu'on appelle une checklist. Hein, qu'est-ce qu'il doit produire également hein. D'abord, il doit présenter une demande signée. L'étude de marché que nous avons vue, n'est-ce pas? C'est le volet économique, l'étude économique. L'exploitation prévisionnelle que nous avons vu, donc le tableau que nous avons vu, il s'agit d'un récap, d'un état récapitulatif des pièces ou des dossiers que nous avons vus, les factures pro forma, hein, les devis de charges, les devis ou les factures pro forma des matières, du matériel, des équipements, du local s'il y a un local loyer, un fonds de commerce, matériel de transport, matériel de bureau, des terrains, des locaux, etc. Donc des factures, des devis, ce qu'on appelle des devis contradictoires, hein, 2 ou 3 devis, ces devis de construction et aménagement, matériel à acquérir, tout ceci, ce qu'on appelle, il doit les présenter, les factures pro forma. Hein. Les CV des principaux promoteurs et gérants. Rappelez-vous, on a vu quels sont les associés, hein, quels sont les personnels, quel type. Alors, il faut qu'ils présentent avec eux leur CV, leur diplôme, hein, les attestations de travail, les attestations de stage, les photocopies certifiées conformes de la carte d'identité nationale des promoteurs, des associés, des certificats de propriété, ou leur certificat de biens, compromis de vente, hein, si le local est une propriété de la société. Également, le contrat de bail ou promesse de bail, si le local est en location. Donc, il doit présenter ces pièces-là au justificatif hein, à sa demande, le dossier juridique, hein, le statut, c'est une société en cours de création. Donc c'est le notaire, notamment, qui doit présenter, préparer ces pièces. Il y a aussi le compte rendu de la visite. Hein. Le banquier va certainement sur le terrain pour voir hein, ce dossier. Donc, il doit faire un rapport.